Des nouvelles unités des directions urbaines de la DGRAD, Kin Est et Kin Ouest sortent d'une session des formations des mises à niveau sur l'accroissement des recettes non fiscales du pouvoir central. Le renforcement des capacités du personnel est le cheval des batailles du directeur général de cette régie financière, Étienne Uchudi Lutula. Adoption au Sénat du projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2026. Ces budgets rectificatifs du pouvoir central s'équilibrent désormais en recettes et en dépenses à 50 866,348 milliards de francs congolais contre 54 834 milliards de francs congolais dans la loi initiale, soit une baisse de 7,1%. La priorité est accordée à la santé et à la sécurité. Un budget en baisse, mais beaucoup plus réaliste. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de financer 18 jeunes entrepreneurs initiateurs de projets de transformation industrielle. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme Vijana, qui veut dire jeune en Swahili. C'était en présence du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, qui assume aussi l'intérim du ministre de l'Industrie. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économique et financière ainsi que des questions de développement en République démocratique du Congo. Il s'est tenu du 13 au 17 juillet 2026 au centre interdiocésain de Kinshasa dans la commune de la Gombe une session de formation de mise à niveau de nouvelles unités des directions urbaines de la DGRAD Kin Est et Kin Ouest sur l'accroissement des recettes non fiscales du pouvoir central. C'est le directeur général de la DGRAD, Étienne Uchudi Lutula, accompagné de son adjoint en charge des questions techniques et réformes, Jean Kamwena Lubamba, qui a lancé cette session de formation. Priska Sekanalu Tete et Fonfon Makitu Doma pour le reportage. Ils étaient une centaine d'agents des directions urbaines de la DGRAD Kin Est et Kin Ouest à être formés en technique de mobilisation accrue des recettes non fiscales pour le compte du Trésor public. À l'ouverture de cette session de formation, le directeur provincial de la DGRAD Kin Ouest, Bruce Bilolo Kabwe, a rappelé que ces processus de mise à niveau des agents nouvellement affectés dans les centres d'ordonnancement des recettes administratives, judiciaires et domaniales s'inscrit dans les cadres du renforcement de capacité des agents afin d'acquérir certaines compétences en matière d'ordonnancement, de recouvrement et de contrôle. De son côté, le directeur général de la DGRAD, Étienne Uchudi Lutula, qui a lancé cette session de formation, a invité les apprenants à s'informer davantage sur les mécanismes de mobilisation des recettes non fiscales au profit du Trésor public, car, dit-il, la DGRAD, avec ses assignations annuelles toujours croissantes, se doit d'avoir des cadres et agents bien formés pour accomplir cette mission. Cette formation représente donc plus qu'un apprentissage. Elle traduit la volonté de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Elle traduit également la volonté de son Excellence Judith Tuluka, Premier ministre, chef de gouvernement, mais aussi la volonté de son Excellence Doudou Fwamba Likunde Libotaï, ministre des Finances, volonté donc de renforcer les compétences et d'améliorer les pratiques de collecte des recettes publiques et d'assurer une administration publique efficace, transparente et responsable.
Au terme de cette session de formation intense, le directeur provincial de la DGRAD Kin-Est, Denise Toussekou Kapita, a remercié les comités directeurs, les formateurs et les participants pour leur implication à la réussite de cette activité. Elle a relevé que cette participation active des uns et des autres a permis de créer un véritable moment d'échange et d'enrichissement des connaissances, mais aussi d'assimilation de nouvelles techniques et procédures pour la mobilisation des recettes non fiscales du pouvoir central. Cette formation nous a tous permis, et moi en particulier, de voir beaucoup plus clair sur les procédures du recouvrement. Les relances de notes de perception, les délais des relances et puis le rôle, le recouvrement forcé, les actes des huissiers fiscaux et l'ATD et la saisie. Et on nous a aussi parlé de l'éthique et déontologie de l'agent public. Qui est l'agent public? L'agent public, c'est toute personne qui exerce une activité publique de l'État et est rémunérée par ces derniers. On nous a aussi parlé de l'éthique, qui est la science de la morale, et la morale elle-même, qui est la science du bien et du mal. Et là, Madame a chuté par la déontologie, en nous mettant devant nos responsabilités. Nous devons faire notre travail en âme et conscience. Nous ne devons pas nous laisser au pot de vin, mais nous devons travailler de manière à maximiser les recettes de l'État. Au nom du directeur général empêché, le directeur général adjoint de la DGRAD en charge des questions techniques et réformes, Jean Kamwena Lubamba, a clôturé ces 5 jours de renforcement des capacités sur l'accroissement des recettes non fiscales du pouvoir central. Il n'est pas passé par 4 chemins pour leur annoncer que les attentes sont énormes, donc chaque agent doit se mettre résolument au travail afin d'avoir un impact réel sur la mobilisation des recettes. Dans l'avenir, leur comportement ancien, ce qu'ils faisaient avant, ils ne le feront plus après cette formation de 5 jours ici. Voilà ce que nous attendons les agents de la DGRAD après cette formation. Et donc, ceci doit avoir un impact réel dans la mobilisation des recettes du Trésor public. Si les agents qui se comportaient très mal par le passé, après cette formation, je crois qu'ils ont pris conscience de toutes les responsabilités et que les choses vont aller beaucoup mieux qu'auparavant. Voilà ce que nous attendons de résultats de cette session de formation qu'on a donnée aux agents de la DGRAD Kin-Est et Kin-Ouest. Notons que 9 modules des formations ont été dispensés aux nouvelles unités des directions urbaines de la DGRAD Kin-Est et Kin-Ouest, à savoir la constatation et liquidation, ordonnancement, recouvrement, recettes administratives, judiciaires et des participations, recettes domaniales, contrôle sur pièces et sur place, contre-vérification et droit d'enquête, responsabilité civile et pénale de l'ordonnateur et du contrôleur et enfin éthique professionnelle de l'agent public. Sous l'égide de son président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le Sénat a adopté à l'unanimité le jeudi 16 juillet 2026 le projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2026. Ce budget rectificatif du pouvoir central s'équilibre désormais en recettes et en dépenses à 50 866,343 milliards de francs congolais contre 54 834 milliards dans la loi initiale, soit une baisse de 7,1%. Cette réduction tient compte des tensions économiques mondiales et de la baisse des recettes extérieures. La priorité est donnée à la santé et à la sécurité. C'est un budget en baisse, mais beaucoup plus réaliste. Et puis cette semaine du 13 au 18 juillet 2026,
Deux activités majeures sont à mettre à l'actif de l'Argentine nationale Doufuamba Likunde Libotai. En premier lieu, la journée d'échange et d'information entre les parlementaires et le Fonds monétaire international FMI. Ensuite, les échanges avec les responsables du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO. Plus de détails dans cet élément préparé par Priska Sekana Lutete. C'est au cours d'une journée d'échange et d'information entre les parlementaires et les Fonds monétaires internationaux, le FMI, que l'Argentine nationale de Doufuamba Likunde Libotai a rappelé que le gouvernement congolais demeure résolument engagé à préserver les acquis des réformes économiques et à éviter tout recul susceptible de compromettre les progrès accomplis dans le cadre du programme avec l'institution de Bretton Woods. Ces messages a été porté par le ministre des Finances le mercredi 15 juillet 2026 grâce à l'initiative de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. L'objectif aussi du gouvernement, c'est de faire de la fiscalité un instrument d'investissement et d'attractivité de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises locales est mise en cause. Lorsque les sociétés locales produisent de l'huile de palme et que ceux qui importent de l'huile peuvent vendre 1 litre d'huile à un prix meilleur que la production locale, c'est des emplois des Congolais que nous mettons en péril. L'objectif ne devrait pas être nécessairement la mobilisation des recettes sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Des objectifs économiques peuvent aller vers la croissance économique, l'emploi, les revenus qui vont être générés peuvent permettre à soutenir la consommation et entretenir un cycle de croissance économique avéré. Autre fait marquant cette semaine des activités du ministre des Finances, ce sont les échanges directs avec les responsables du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, qui ont reconnu que certaines accusations relayées sur les réseaux sociaux contre les ministres en ce qui concerne, entre autres, l'application intégrale du barème salarial, la mise en œuvre des engagements contenus dans les accords des Bibois, l'octroi des crédits véhicules, les paiements de la prime des recherches ainsi que d'autres avantages sociaux reposaient sur un manque d'information. À la suite de cette rencontre, les professeurs d'université ont annoncé la suspension du mouvement des grèves envisagé ainsi que la reprise de leurs activités. Les malentendus avaient été déjà dissipés. Je crois, vous savez que la rumeur, c'est avec les réseaux sociaux. Donc après échange, nous pensons que ce n'est pas lui qui bloquait. Il y a même des dossiers qu'il n'a pas encore vus. Mais faute d'informations vraies, bon, on l'a cité, même dans notre communiqué. Maintenant qu'il s'est expliqué, il a donné les éclaircissements. Nous pensons que ce n'est pas lui qui bloque, parce que l'aboutissement d'une paye, c'est une chaîne. Hein? C'est une chaîne, et lui, c'est qu'un maillon de la chaîne. Hein? Peut-être qu'il y a les derniers mots à dire parce que c'est lui qui exécute. C'est lui qui donne l'ordre à ceux qui payent. Voilà. De son côté, Doufuamba Likunde Libotai, ministre des Finances, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à apporter des réponses progressives aux préoccupations des enseignants. Il a notamment évoqué la révalorisation des rémunérations, l'octroi des crédits véhicules, les paiements des arriérés et la mise en place d'une commission chargée d'identifier des solutions durables. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain ANSER ont signé le vendredi 17 juillet 2026 à Kinshasa un contrat portant sur la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo à 15 km de Kananga. Nous sommes là dans le Kasaï central. Ce projet va favoriser les investissements et les développements dans cette partie du territoire national. Longtemps resté à l'état de potentiel, la chute de Mbombo s'apprête à devenir une nouvelle source d'énergie pour le Kasaï central. Le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI,
et l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain, l'ANSER, ont signé le contrat donnant le coup d'envoi du projet de centrale hydroélectrique de Mbombo. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à Kinshasa en présence des ministres des Ressources hydrauliques et électricité ainsi que celui de l'entrepreneuriat assurant l'intérim du ministre de l'Industrie. Cette signature consacre également la création de Hydrombombo SAS, la société chargée de développer et d'exploiter cette infrastructure stratégique. Située sur la rivière Lulua, à une quinzaine de kilomètres de Kananga, la future centrale développera une puissance de 20 MW. Le projet comprend la construction du barrage, des voies d'accès, d'une base vie, ainsi que des lignes de transport, des postes et des stations de distribution destinées à alimenter Kananga et ses environs. Pour le directeur général du FPI, Hervé-Claude Batoukonké, Mbombo est un projet à la fois industriel et social. Son ambition est de créer les conditions nécessaires à l'industrialisation, à l'investissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce projet contribuera à renforcer l'offre énergétique dans la zone Grand Kasaï, tout en créant les conditions nécessaires à l'implantation d'activités industrielles, à la transformation locale des ressources et au développement d'un tissu économique plus dynamique. Derrière chaque kilowatt installé, il y a une opportunité créée. Derrière chaque ligne électrique construite, il y a un espoir supplémentaire pour une communauté. C'est pourquoi nous considérons le projet Mbombo non seulement comme un projet énergétique, mais également comme un projet de transformation économique et sociale, un projet qui contribuera à créer de la richesse, à générer des emplois et à réduire durablement la pauvreté. Sur le terrain, les études de faisabilité financées par l'ANSER sont pratiquement achevées. Les premières infrastructures d'accès sont déjà en cours de réalisation, tandis que le montage financier se consolide avec l'appui du FPI et de plusieurs partenaires. Dans une province où le taux d'électrification demeure inférieur à 1%, ce projet représente un véritable tournant. Il permettra d'alimenter les ménages, les artisans, les petites entreprises et les futures industries. Si le calendrier est respecté, les premiers mégawatts seront injectés dans le réseau d'ici 2 ans, ouvrant une nouvelle perspective de développement économique pour Kananga et l'ensemble du Grand Kasaï. Et puis 18 jeunes entrepreneurs initiateurs de projets de transformation industrielle viennent d'être financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI le mardi 14 juillet 2026. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme Vijana qui veut dire Jeunes en Swahili. La cérémonie de signature des contrats s'est déroulée en présence du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, qui assume aussi l'intérim du ministre de l'Industrie. Les détails dans ces reportages de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie vient de financer 18 jeunes entrepreneurs, initiateurs des projets de transformation industrielle. La cérémonie des signatures des contrats entre les bénéficiaires et le FPI s'est déroulée ce mardi en présence des membres du gouvernement dont le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, assumant l'intérim du ministre de l'Industrie. Les financements accordés aux jeunes s'inscrivent dans le cadre du programme Vijana, Jeunes en Swahili, institué entre le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC, comme l'explique Hervé-Claude Batoukonké, directeur général du FPI. Les fonds de promotion de l'industrie et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo apportent une contribution en accompagnant les jeunes entrepreneurs porteurs des projets productifs, innovants et créateurs de valeur. Les 18 projets qui accèdent aujourd'hui au financement illustrent parfaitement cette ambition. Qu'il s'agisse des transformations agroalimentaires, des productions manufacturières, des recyclages, des textiles ou encore fabrication des matériaux de construction. Ces initiatives participent directement au renforcement du tissu productif national, à la création des richesses et à la promotion du Made in Congo.
Ces projets traduisent également la mission fondamentale du Fonds de promotion de l'industrie. Promouvoir la production locale, encourager la transformation des matières premières et soutenir l'émergence d'entreprises capables de créer durablement de la valeur ajoutée en République démocratique du Congo. C'est tout l'essence du programme Vijana et plus largement de la vision portée par le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Vijana est un programme national de financement des jeunes entrepreneurs âgés des 18 à 35 ans. Il permet aux porteurs des projets industriels d'obtenir des crédits pouvant aller jusqu'à 50 000 $ américains auprès du FPI avec la garantie du FOGEC. Le taux de remboursement est de 4% par an contre 6% auparavant. Une solution pour ceux qui n'ont pas accès au financement classique à cause des conditions d'éligibilité et des taux d'intérêt prohibitifs dans les banques commerciales. Ce programme assouplit les critères d'accès au crédit afin de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes et de femmes. Quelques jeunes constituant la première cohorte des bénéficiaires de ces financements se sont exprimés après les signatures des contrats avec le Fonds de promotion de l'industrie. Et nous sommes spécialisés dans la production et la fabrication des biscuits que nous appelons Sebon. Ce sont des biscuits mannoisi très délicieux et très bons que nous proposons à la population quinoise. Nous avons eu à présenter notre projet qui est effectivement celui de pouvoir industrialiser notre production parce que nous avions une production manuelle, mais nous avions souhaité industrialiser notre production et c'est comme ça que nous avons participé à ce programme Vijana et aujourd'hui qui s'est soldé par une signature de contrat. Je n'ai bénéficié d'aucun appui politique pour le projet Vijana. Je demande à tout le monde d'ailleurs de suivre juste la procédure. Alors Rouleau Palata, c'est une société de transformation qui transforme notre or brut en produits finis qui sont les bijoux que vous connaissez notamment. Donc voilà. J'ai commencé juste avec à suivre ces projets Vijana et voilà, ça aboutit et j'ai eu les résultats et aujourd'hui, je serai financé sans garantie, ce qui est très excellent et pour surtout pour beaucoup de jeunes qui ont des projets comme ça, qui peuvent contribuer dans le développement du pays. Le plan stratégique triennal 2026-2028 de l'Inspection générale de finances IGF vers un contrôle moderne, préventif et systémique au service de la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics, c'est le thème au centre d'un séminaire de vulgarisation destiné aux mandataires publics organisé par l'IGF. Il a été question d'outiller ces gestionnaires des entreprises du portefeuille de connaissances nécessaires sur la nouvelle approche du contrôle systémique de l'IGF en vue de prévenir les actes de malversation financière. C'était les 15 et 16 juillet dernier à la Galerie La Fontaine dans la commune de La Gombe. Reportage. Ces séminaires de vulgarisation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'Inspection générale des finances IGF, organisé à l'intention des mandataires publics, intervient après celui destiné aux partenaires médias et aux organisations de la société civile au mois de juin dernier. Ces assises ouvertes par l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassimwabayi, ont impliqué la présence de 200 mandataires publics. Pendant 2 jours, soit les 15 et 16 juillet 2026, les gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État ont bénéficié des enseignements relatifs au contrôle systémique de l'IGF en vue de mieux appréhender cette nouvelle approche dans l'objectif d'anticiper et d'éviter des dérapages sur le plan de gestion des fonds publics. À cette occasion, le numéro 1 de l'IGF a salué la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de placer la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics au cœur de ses préoccupations. J'ai saisi cette opportunité pour rendre mes vibrants hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo, engagé résolument le pays sur la voie des réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques, à garantir une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques, à lutter contre la corruption et autres antivaleurs assimilées,
en vue de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. Durant la première journée, des orateurs de haut niveau ont brillé par leurs exposés très édifiants avec des thèmes tels que les entreprises et établissements publics, état de lieux et enjeux, ainsi que la réforme des entreprises et établissements publics en RDC, esquisse de bilan et perspectives. Une journée caractérisée également par le jeu de questions-réponses pour plus d'édification de ces gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État. La deuxième et dernière journée de ce séminaire de vulgarisation du plan stratégique triennal a été marquée par des brillantes interventions comme celle du secrétaire exécutif de l'ANEP qui a parlé du rôle, statut et éthique qui doivent caractériser la gestion des mandataires publics. D'autres exposés de haute portée ont aussi retenu l'attention de l'assistance, à l'instar de Jean-Marie Ntumba, président de l'ONEC, Serge Loubeno, président de l'IA, et du professeur Kojo Ndukuma, qui a placé son intervention sur la digitalisation et l'interopérabilité pour une meilleure gouvernance des entreprises et établissements publics. Nous avons également montré que dans le management actuel, l'informatisation des services publics, la dématérialisation des actes et des procédures, ainsi que les téléservices sont maintenant des éléments qui assurent la transparence, qui assurent également des responsabilités distribuées entre les différents acteurs. Après les interventions de différents experts, l'inspecteur général de finances chef des services, Christophe Bitassi-Mouabaï, a orienté son discours de clôture sur le contrôle systémique, cette nouvelle approche qui ne remplace pas les autres formes de contrôle employées par l'IGF, mais les renforce dans le but d'améliorer et d'accompagner la gouvernance. Il a recommandé aux mandataires publics de développer la culture de la transparence et de la redevabilité. Un manager qui redoute le contrôle est un manager, dans le meilleur des cas, qui ignore son rôle, et dans les pires des cas, qui a des objectifs autres que ceux pour lesquels il a été responsabilisé. Nous avons voulu, à travers ce séminaire, vous faire comprendre au fur et à mesure que les processus de gestion évoluent et se complexifient. Les techniques de fraude et de malversation se complexifient aussi. Dans ce contexte actuel de l'explosion des technologies du numérique, les anciennes méthodes de gestion et de contrôle sont dépassées. Il y a donc une nécessité objective et absolue de s'adapter. Pour l'État, de par son rôle qui est celui de veiller au bien-être collectif de toute la population, la nécessité de s'adapter à la nouvelle donne est un acte de protection des finances et des biens publics. Prévenir le risque de malversation financière en faisant évoluer le contrôle, c'est le combat quotidien dans lequel s'est engagé l'IGF à travers le contrôle systémique. C'est un imposant bâtiment de 15 niveaux à la pointe de la technologie qui sera érigé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa, à quelques mètres seulement du saut de mouton vers le rond-point Mandela. Il s'agit d'un édifice devant abriter l'administration centrale de la Direction générale des douanes et axes de GDA en vue d'offrir aux cadres et agents de cette régie financière un cadre de travail moderne adapté aux exigences de mobilisation accrue de recettes publiques et aux défis de développement de la RDC. C'était le ministre des Finances, Doudou Roussel Fouambali Koundeli Botaye, qui avait procédé à la pose de la première pierre. Retour sur cet événement avec Priska Sekana Lutete et Armen Ngoma Moussakanda. Mercredi 3 juin 2025, nous sommes sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe.
Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, est accueilli par Bernard Kabessi Mousangou, directeur général de Douanes et Accises, accompagné du DGA en charge de questions administratives et financières, Jean-Claude Kalinga Makunga, et quelques cadres et agents. L'argentier national est venu procéder au lancement officiel des travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale de Douanes et Accises DGDA à travers la pose de la première pierre. Il s'agit d'un bâtiment de 15 niveaux avec 3 sous-sols à la pointe de la technologie qui sortira des terres afin d'offrir aux cadres et agents de la douane congolaise un cadre de travail moderne adapté aux exigences de mobilisation accrue des recettes publiques et aux défis du développement de la RDC. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la vision de modernisation des infrastructures publiques portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans la dynamique de réforme des finances publiques conduite par le gouvernement sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les travaux seront exécutés par la société Zest sous la supervision du bureau de contrôle CREST pour une durée prévisionnelle de 24 mois. L'immeuble de la DGDA développe une superficie totale de 24 935 m² avec une hauteur maximale de 80 mètres qui s'étale sur 20 niveaux dont 3 niveaux sous-sol, un rez-de-chaussée, une mezzanine et 15 niveaux de bureaux administratifs et une toiture terrasse. À ce qui concerne l'aspect fonctionnel, nous avons aménagé 3 niveaux au sous-sol qui sera destiné au parking avec un total de 97 places et certains locaux techniques. Au rez-de-chaussée, on va aménager les accès, le hall d'accueil, la réception et les différentes ententes et quelques bureaux. La mezzanine consistera à l'espace culturel et de formation. Une salle de conférence de 175 personnes et 2 salles de formation donc, pour une capacité de 85 personnes chacune. Certains bureaux y seront aussi aménagés et un espace de consommation. Alors, concernant l'option et choix des techniques optées pour ce bâtiment, nous tenons à préciser que ce bâtiment sera doté d'une technologie de haut niveau répondant aux standards internationaux applicables aux immeubles de grande envergure. Pour le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessi Mousangou, cette infrastructure moderne aux ambitions économiques n'est pas un fruit du hasard. Mais bien au contraire, cela reflète la politique globale de modernisation des infrastructures administratives, gage indispensable du rendement et de l'efficacité du personnel douanier. Au-delà d'être un grand ouvrage architectural qui embellira l'une des plus belles artères de Kinshasa, le boulevard du 30 juin, cet immeuble de 15 étages s'inscrit durablement dans le cadre de notre politique globale de modernisation des infrastructures administratives. Pendant les 24 mois que dureront les travaux, nous bâtirons bien plus que des murs. Nous érigerons des bâtiments fonctionnels qui répondent aux exigences modernes de l'ergonomie du travail et du confort. Ce cadre optimal aura assurément un impact sur l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents de la DGDA. Il sera le gage indispensable du rendement, de l'efficacité et de la performance attendue de notre personnel dans le cadre du renforcement des capacités de mobilisation des recettes de douane et accises. Plus que jamais, notre slogan trouvera ici ces véritables lettres de noblesse, tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. Avant de procéder à la cérémonie solennelle de la pose de la première pierre, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Botaï a pris l'engagement de veiller à l'aboutissement de ce projet stratégique financé exclusivement par le gouvernement dans le cadre du projet de modernisation douanière. En effet,
les lancements officiels des travaux de construction de l'immeuble de 15 niveaux destinés à abriter l'administration générale de la Direction générale des douanes et accises est l'expression concrète à la fois du vœu profond formulé par les premiers citoyens de la République en faveur de la réhabilitation du citoyen congolais dans sa dignité, mais également la concrétisation de notre engagement sous le leadership de la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Madame Judith Suminwa, pour une nouvelle gouvernance financière publique faite d'engagements mutuels au regard de la performance et des sanctions positives. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundi Libotaï a procédé bel et bien à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de 15 niveaux devant abriter l'administration centrale de la DGDA ainsi qu'à la signature du livre d'or. Il y a coché quelques mots en vue d'encourager et de féliciter le directeur général de la DGDA et toute son équipe dont les efforts ont permis à cette régie financière d'atteindre et de dépasser ses objectifs de mobilisation des recettes au cours de l'exercice 2025. Le dialogue doit se tenir entre le Congolais qui dénonce l'agression rwandaise. L'objectif est de construire un front national contre cette attaque injuste du pays. L'enjeu principal étant l'intégrité territoriale, une intégrité qui doit reposer sur le patriotisme. Il sera question de construire la cohésion nationale pour finir l'agression rwandaise. Ce sont les propos tenus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, lors du briefing spécial des presses organisé le vendredi 17 juillet 2026 ici à Kinshasa, qui a aussi tenu compte de la déclaration de confession religieuse reçue le même jour par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On écoute le ministre Muyaya. Tenez-vous bien, nous avons eu de longues discussions avec les chefs des églises. Vous savez que le président de la République l'a dit et redit que les dialogues doivent se tenir entre Congolais, mais les Congolais qui sont en mesure de dénoncer l'agression. Et dans ce que nous avons observé jusqu'à présent, il y a des Congolais qui sont complices de l'agression. On n'a pas besoin de refaire leur procès ici, parce qu'ils ont déjà leur procès. Vous avez vu que dans la liste, certains d'ailleurs ont été de nouveau sanctionnés par les Nations Unies, c'était hier. Donc lorsque nous, on parle d'inclusif, c'est d'abord tous ces Congolais qui s'unissent pour un objectif commun, parce qu'on va aller faire un dialogue. Pourquoi? Si nous allons faire un dialogue, c'est parce qu'on estime qu'il y a des préoccupations majeures du pays qui nécessitent que les enfants d'un même parent ici de la République démocratique du Congo puissent s'unir et être ensemble. Et lorsque les prêtres ou les chefs des confessions religieuses parlent du mot inclusif, ici, on regarde ceux qui, jusqu'à présent, pour nous, n'ont jamais, de manière claire et sans ambiguïté, montré qu'ils étaient contre l'agression. Parce que n'oubliez pas que nous avons eu des expériences par les passés. Nous avons par exemple le processus que nous avons à Doha, où dans la pratique, lorsqu'il s'agit de décider, les Congolais, qui sont les supplétifs du Rwanda, doivent s'y référer aux pairs pour qu'ils viennent donner un quitus pour faire avancer. Et si nous voulons construire ces blocs, construire cette cohésion nationale, il faudrait que le Congolais qui viendront dans ces discussions n'ait pas d'ambiguïté. Il faudrait qu'ils démontrent, de par leurs déclarations pour certains, qu'ils coupent le lien avec celui qui est le bourreau des Congolais pendant autant d'années. Je pense que pour nous, les contenus inclusifs, vous avez suivi les cardinals dire que ça viendra. Ça veut dire qu'ils vont, dans les cadres de leur engagement qu'ils ont pris devant le président de la République, approcher ces différents compatriotes, parce que l'objectif, c'est de construire un front intérieur contre l'agression. Ici, je crois que le mot en leur sens, et de ces points de vue, nous allons voir la bonne volonté des uns des autres. Vous avez par exemple l'honorable Martin Fayulu, le docteur Mukwege, qui n'ont jamais montré d'ambiguïté. Autant il n'est
soutiennent pas, ou ils sont pas toujours d'accord, ou ils sont opposants à ce que nous faisons comme gouvernement ou comme pour parler du président de la République, mais d'autre part, ils ont toujours montré cette fermeté vis-à-vis de l'agression. Et donc, pour nous, nous avons besoin que tous les Congolais désireux de rejoindre justement cette grande coalition soient en mesure de dire les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a des choses à redire, par exemple sur la stratégie du gouvernement par rapport à la gestion de l'agression, mais le dialogue sera aussi l'occasion de venir dire, écoutez, si nous réajustons à gauche, vous réajustez à droite, nous serons plus efficaces, mais ici, le point qui doit nous unir, c'est d'abord l'unicité de nos vues contre le Rwanda, qui est coupable de tous ces crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Je rappelle que le président Félix Antoine Tshisekedi est lui-même héritier de cette situation. Si nous devons refaire l'histoire, vous verrez qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila, avant lui il y a eu le maréchal Mobutu, ces deux chefs d'État qui ont laissé la vie autour de ces enjeux. Je vous épargne d'ailleurs des millions et de millions de familles de Congolais qui ont été décimées pendant des années. Le président de la République n'a pas fait de choix en termes de complaisance. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il a montré qu'il voulait la paix, la construire, mais lorsqu'en face de vous, vous avez des gens qui pensent qu'ils doivent vous imposer la guerre, mais vous devez y compris prendre des mesures qu'il faut. Et donc aujourd'hui, l'enjeu principal étant l'intégrité du territoire, le président de la République étant le rempart contre la balkanisation, tous les Congolais qui tiennent à l'unicité de notre pays doivent être en mesure de les manifester, et les chefs des confessions religieuses que nous considérons comme nos pères spirituels, autant ils ont l'occasion de parler au président de la République aujourd'hui, autant ils parlent à des Congolais qui, pour le moment, sont froids, ils n'ont pas exprimé clairement, ils se sont pas exprimés clairement, ou d'autres qui sont complices. Ici, la place pour ces dialogues-là, l'inclusivité doit reposer sur notre patriotisme, notre engagement pour l'intégrité du territoire et surtout notre engagement à ne pas être complice ou à ne pas venir dans un dialogue entre Congolais avec des instructions reçues de ceux qui nous agressent pour pérenniser cette situation d'agression. Quelles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa? La réponse dans cet élément préparé par Céline Boumba-Angelani Lagrasse. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa s'ouvrent avec le Makosso, dont le prix d'un carton revient à 38 000 francs congolais au marché de la Liberté, 37 000 francs congolais à Zigida et Gambela et 38 500 francs congolais à Matete. Pour le produit céréalier, à l'instar du riz, un sac de 25 kg s'achète à 49 000 francs congolais au marché de la Liberté, 48 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Pour le légume, une botte d'épinards se vend à 3 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina fabriquée par l'entreprise Palmuco, un bidon de 5 litres se négocie à 28 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'orange, dont 4 fruits se vend à 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM au samedi 18 juillet 2026 sur les différents grands marchés de Kinshasa. Prenons à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international. La reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique dans le Golfe Persique a fait grimper le cours du pétrole sur le marché international. Chez WTI, le prix du baril de l'or noir a monté de 1,18% en se négociant à 80,68 $, et chez Brent, il a augmenté de 1,26% en valant 85,93 $ le baril.
Le cours du cuivre a aussi bouclé la semaine en hausse de 0,21% en coûtant 13 565 $ la tonne. Les prix du cobalt continuent d'observer une stabilité en se maintenant depuis quelques mois à 56 290 $ la tonne. Le cours de l'or a aussi connu une hausse de 0,51%. L'once du métal jaune s'est vendue à 3 993,39 $ américains. Côté principaux produits céréaliers, le cours du maïs a observé une stabilité à tendance haussière à la clôture de la semaine en se fixant à 441 $ la tonne. Le prix du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, a chuté de 0,43% en valant 13,96 $ la tonne. Par contre, celui du blé a grimpé de 0,37% en s'échangeant à 677 $ la tonne. Enfin, le cours du cacao a reculé de 9,08% en se négociant à 5 216 $ la tonne, le tout à la clôture de la semaine qui vient de s'achever. Nous poursuivons avec notre campagne de sensibilisation sur le respect des procédures légales en lien avec la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Aujourd'hui, nous revenons sur les dispositions légales à suivre relatives à la garde policière qui s'est fait sous l'encadrement, bien sûr, de la DGRAD. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré des policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel trésor public? C'est un branchement, Worok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Hein? Donc tu ne payes pas la banque? Caca! Quelle banque? J'étais dans les besoins. Un coup de fil à un ami colonel à la ligne, Paka. La garde est là et je suis en sécurité. Hein? Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Worok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien coup de barre avec mort d'homme. Ça va la Ngalouf, notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Worok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, 500 $ par policier. Preuve de paiement. Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de 500 $. Alors que le taux officiel selon la loi c'est
$100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Il est enroulé dans la farine. Donc, dès que je suis là, au lieu de nourrir l'État, je nourris les individus. Hein? Et tu sais quoi? Tu vas payer les pénalités pour tous les temps qu'ils t'ont gardé. Ils sont à combien? Bon, ils sont à 6. Hein? La vacation voudrait que chaque après 48 heures, une équipe rentre, une équipe sort. Alors que le nombre est toujours limité. Et c'est l'UPI-HP qui détermine. Il doit me rembourser. Alors toi aussi, tu dois rembourser les policiers. En plus, tu les as gardés ici illégalement. Je dois suivre la procédure. Entrer par la grande porte parce que je ne peux pas avoir des policiers clandestins. Ah oui, hein. Sinon un jour, si les PP ne les ramassent pas et ne les amènent en Ndolo, ça sera la mission de contrôle qui va débarquer ici à l'improviste. Tu vas payer cher avec le risque de te retrouver à Makala pour détention illégale des policiers. Makala. Vous voulez la garde policière? Respectez la procédure. Sinon, Ce numéro de fiscalité et développement, votre magazine hebdomadaire d'actualité économico-financière et questions de développement produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM est ainsi terminé. Émission à suivre également sur notre chaîne YouTube Fiscalité et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis la ville de Boma dans le Congo central.